Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 19 février. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit à 87 297 martyrs et 111 733 blessés depuis le 7 octobre 2023, au moment où les Palestiniens continuent de rejeter toute idée de déplacement en dehors de Gaza. Au Liban, 23 corps sont retrouvés sous les décombres dans plusieurs villages dévastés du sud au moment où les troupes sionistes se retirent de la majeure partie du territoire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune félicite l'écrivain algérien Yasmina Khadra, lauréat d'un prix littéraire mondial en Espagne. Les autorités d'occupation marocaine expulsent le journaliste espagnol Asier Aldea Esnaola et l'influenceur hispano-suisse Ramila de Aventura des territoires sahraouis occupés. Et il y a mesures restrictives visant à empêcher les médias étrangers et les observateurs. Et puis le président américain Donald Trump reproche à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir notamment refusé de mettre fin au conflit avec la Russie. Bonsoir à tous. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est encore alourdi pour passer à 48 297 martyrs et 111 733 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 6 martyrs et 11 blessés sont arrivés ce mercredi dans les hôpitaux de Gaza au cours notamment de ces dernières 24 heures. Et l'entité sioniste continue donc de violer le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un enfant palestinien est tombé en martyr ce mercredi suite à des tirs des forces de l'occupation sioniste dans la zone de l'aéroport à l'est de la ville de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Et les Palestiniens, gouvernement et peuple, continuent de rejeter toute idée de déplacement en dehors de la bande de Gaza ou une autre alternative allant à l'encontre de leurs droits légitimes. Asma Laïd. Le peuple palestinien de Gaza ne quittera pas sa terre, a réaffirmé le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu-Roudaïna, prévenant que les agressions sionistes contre le peuple palestinien ne feront qu'entraîner la région dans l'instabilité. Le peuple palestinien n'acceptera aucun plan de déplacement ou une autre solution alternative allant à l'encontre de ses droits légitimes. Les menaces de l'occupation sioniste à l'encontre du peuple palestinien ne profiteront à personne et ne conduiront qu'à une instabilité dans la région. Nabil Abu-Roudaïna a également condamné la décision de l'administration sioniste de lancer un appel d'offres pour la construction de 974 nouvelles unités coloniales dans la colonie d'Efrat à Beit Lam, ainsi Jordanie occupée. La colonisation est illégale et en violation de toutes les résolutions de la légitimité internationale. L'expansion coloniale conduit directement à la consolidation d'un système d'apartheid de l'entité sioniste qui s'inscrit dans le cadre de mesures unilatérales, illégales, destinées à miner toute chance de paix sur la base des résolutions de la légitimité internationale et l'initiative de paix arabe. Le porte-parole de la présidence palestinienne a appelé la communauté internationale à agir en urgence en vue de mettre fin à l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien qui conduirait à une explosion de la situation de manière incontrôlable et tout le monde en paiera le prix. 15 mois de génocide n'ont pas pu arriver à bout de la détermination du peuple palestinien de quitter sa terre, ce que l'entité sioniste n'a pas pu obtenir à coup de massacres, à savoir la déportation de la population de Gaza. Il ne peut pas l'obtenir par les moyens détournés. Les Palestiniens ont prouvé au monde entier qu'ils tiennent à la terre de leurs ancêtres, qu'ils ne quitteront pour rien au monde.
Et face à toute cette violence, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a fermement condamné l'attaque menée hier par les forces de l'occupation sioniste contre des écoles affiliées à l'UNRWA, à Al-Quds Est, occupées, notant que l'inviolabilité des installations onusiennes devait être respectée en permanence. Pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères a vivement condamné l'invasion hier par les forces de l'occupation sioniste des écoles de l'UNRWA à Al-Quds Est occupées, appelant la communauté internationale à prendre des mesures dissuasives à l'encontre de l'occupant afin d'assurer la protection de l'agence onusienne. Les forces de l'occupation sioniste qui poursuivent leur agression donc contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés pour le 31e jour consécutif, faisant 26 martyrs et des dizaines de blessés, en plus d'un millier de déplacés et de destruction massive d'infrastructures et de biens. Les forces de l'occupation sioniste qui ont arrêté par ailleurs dans la nuit d'hier au moins 30 Palestiniens dans plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée notamment à Jenin et Tulkarem. A noter que le nombre de personnes arrêtées dans la ville de Jenin et son camp a atteint 175 contre au moins 150 à Tulkarem. Et retour à la bande de Gaza où les aides affluent toujours au compte-gouttes, notamment les équipements de déblaiement des décombres. 2 bulldozers égyptiens sont arrivés à Rafah après s'être entrés dans le sud de l'enclave palestinienne par le point de passage de Kerem Abou Salam. Par ailleurs, en Cisjordanie, à présent, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut aujourd'hui l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds. Les colons se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches provocatrices dans ses cours et effectué des rituels talmudiques sous la protection des forces de l'occupation sioniste qui ont agressé les fidèles palestiniens. Gaza et la Cisjordanie sont la patrie du peuple palestinien et non une monnaie d'échange dans des compromis politiques. C'est ce qu'a notamment affirmé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, alors qu'il présidait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la pratique du multilatéralisme, la réforme et l'amélioration de la gouvernance mondiale. La situation au Moyen-Orient reste tendue et fragile. Gaza et la Cisjordanie sont la patrie du peuple palestinien et non une monnaie d'échange dans des compromis politiques. Les Palestiniens gouvernant la Palestine est un principe important qui doit être respecté dans la gouvernance post-conflit de Gaza. Il est essentiel de défendre la solution des 2 États, de faire pression pour un règlement global, juste et durable de la question palestinienne et d'apporter une paix et une sécurité durable au Moyen-Orient. Allez, direction le Liban à présent, où un total de 23 corps ont été retrouvés sous les décombres dans plusieurs villages dévastés du sud du pays, alors que les troupes sionistes se retiraient de la majeure partie du territoire, selon la défense civile libanaise. Par ailleurs, un Libanais est tombé en martyr ce mercredi dans une nouvelle frappe des forces de l'entité sioniste visant un véhicule dans la ville d'Aïta al-Shab au sud du pays. L'attaque est intervenue au lendemain du retrait partiel des forces sionistes dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur en fin novembre dernier. Le retrait des forces de l'entité sioniste de la région a laissé place à un paysage dévasté. Des véhicules circulaient au milieu des décombres dans des bâtiments détruits, notamment dans le village de Kafr Kila, dans le sud du Liban.
Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité ce mercredi l'écrivain algérien Mohamed Mousselhoul et dit Yasmina Khadra, lauréat d'un prix littéraire mondial en Espagne, lui souhaitant davantage de succès. Le président algérien a félicité dans ce même message la culture algérienne. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce mercredi à Johannesburg pour prendre part à la réunion ministérielle du G20 prévue à partir de demain sous la présidence de l'Afrique du Sud. La réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet du G20 prévu au dernier trimestre de 2025, un sommet auquel est convié le président algérien. La réunion ministérielle sera consacrée à l'examen des développements de la situation géopolitique internationale ainsi que des priorités définies par l'Afrique du Sud pour sa présidence étant la première présidence africaine du G20 depuis sa création. En parlant de diplomatie algérienne, la secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barthesselma Mansouri, a affirmé hier à New York que la réforme globale, juste et équilibrée du système multipartite était désormais une nécessité impérieuse qui ne saurait être ajournée. Elle s'exprimait lors d'une séance de briefing du Conseil de sécurité sur l'amélioration de la gouvernance mondiale. L'Algérie est intimement convaincue que notre attachement à l'ordre multilatéral demeure le moyen le plus efficace pour faire face à ces défis communs. Toutefois, cet ordre connaît des remous sans précédent découlant d'une montée de la polarisation internationale et l'érosion de la confiance en les institutions onusiennes. Nous estimons que la réforme de l'ordre multilatéral est une nécessité qui ne peut plus attendre. Il est inacceptable que continue l'injustice historique que subit l'Afrique, alors que ce continent demeure privé de représentation permanente au Conseil de sécurité. Et sa représentation dans la catégorie des sièges non permanents demeure limitée. Barthesselma Mansouri a par ailleurs salué le rôle clé de la Cour internationale de justice, notamment en ce qui concerne les menaces persistantes d'exode forcé auxquelles la population de Gaza est sujette. Nous saluons le rôle central que joue la CIJ, notamment pour prévenir l'éclatement des conflits internationaux et le règlement de ces conflits par des moyens pacifiques. Aussi, nous ne pouvons que saluer le rôle de la CIJ pour ce qui est de la justice et de l'état de droit pour le peuple palestinien. Nous appelons la CIJ à continuer sur cette approche, notamment pour ce qui est des menaces qui continuent, des menaces de déplacement forcé que subissent les Gazaouis. Je vous le disais en titre, les autorités d'occupation marocaines ont expulsé le journaliste espagnol Asier Aldea Esnaola et l'influenceur hispano-suisse Ramila de Aventura des territoires sahraouis occupés, une mesure restrictive visant à empêcher les médias étrangers et les observateurs internationaux de documenter les violations des droits humains contre le peuple sahraoui. Selon des sources médiatiques espagnoles et sahraouis, la police marocaine a intercepté les deux hommes hier soir à l'aéroport Mohamed V de Casablanca alors qu'ils se rendaient à Dakhla. Leurs documents de voyage ont été confisqués sans explication. Coopération énergétique, le groupe Sonatrach a examiné avec une délégation de la compagnie américaine Chevron les moyens de développer les relations de coopération, notamment en matière de développement des ressources pétrolières et gazières. Les discussions ont eu lieu au siège de la direction générale de Sonatrach lors de l'audience accordée par le PDG du groupe, Rachid Hashishi, à la délégation de la compagnie américaine, conduite par le vice-président chargé du Business Development, Joe Cook, en présence de cadres du groupe public.
On reste en Algérie, retour sur la projection hier à Alger du film documentaire Le Citoyen Pierre Chollet. La projection qui s'est tenue dans le cadre des événements commémorant la journée nationale du Shahid a eu lieu à la Cinémathèque algérienne en présence du réalisateur Saïd Mahdaoui. Le titre n'est pas innocent, bien sûr. Il est aussi, il contient l'essence et l'objectif du film. C'est un biopic, on raconte une histoire d'une personne et bien sûr l'environnement, la personne, sa femme, ses amis, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est pratiquement comment il est devenu un militant assidu pour l'indépendance de l'Algérie, avant même 1954. On parle de Chollet qui a formé des milliers de médecins. Chollet, il a parlé. Il a parlé du 8 mai 1945. Il a parlé des Chouhada. C'est un bonhomme qui a un cœur de combattant. Il a combattu. Il a choisi l'Algérie pour être algérien et combattre aux côtés des Algériens. Santé en Afrique, la nouvelle épidémie d'Ebola en Ouganda est contenue. C'est ce qu'a assuré notamment ce mercredi la ministre de la Santé ougandaise après la guérison annoncée des 8 patients qui avaient contracté cette fièvre hémorragique, souvent mortelle. Début février, l'Ouganda avait confirmé 9 cas de la souche Ebola-Soudan du virus, dont celui d'un infirmier décédé fin janvier. Je vous en parlais en titre, 4% de cote de popularité, refus de négocier la fin du conflit. Ce sont là les reproches faits par Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky, une position qui en dit long sur la nouvelle donne ukrainienne. Safwan Bessabri. Il était de la responsabilité de Zelensky de stopper la guerre en Ukraine. Ce sont là les propos tenus par Donald Trump depuis sa résidence à Mar-a-Lago lors d'une rencontre avec les journalistes. Le président américain reproche à Zelensky de n'avoir absolument rien fait pour négocier la fin du conflit. Je suis très déçu. J'ai entendu dire que l'Ukraine est mécontente de ne pas avoir de siège. Elle a un siège depuis 3 ans et bien avant. Cela aurait pu être réglé très facilement. Un négociateur à moitié formé aurait pu régler cela il y a des années sans perdre beaucoup de territoire et sans perdre de vie humaine. Mais la charge anti-Zelensky de Donald Trump va plus loin. Il déclare « Zelensky et les dirigeants ukrainiens ne bénéficient que de 4% de popularité au sein de la population ukrainienne ». Une position déjà tenue par le Kremlin qui reproche à Zelensky de ne pas avoir organisé d'élections, d'avoir instauré la loi martiale et de ne jouir d'aucune légitimité démocratique. Autour de Zelensky de s'exprimer dans l'après-midi, rétorquant que l'Ukraine n'était pas à vendre, le leader ukrainien se trouve dans une position délicate, exclu des négociations, mis sur la touche par Trump. Nous voulons tous une victoire et que nous réussissions, et que Trump réussisse, que nous réussissions tous. C'était ma proposition. Je défends l'Ukraine. Je ne peux pas vendre notre pays. La communication entre les deux hommes semble rompue, les intérêts américains et ukrainiens se trouvant de plus en plus divergents. L'administration Trump réclame à l'Ukraine une enveloppe de 500 milliards de dollars pour l'aide de 175 milliards de dollars versés par Washington à Kiev depuis 2022. Et dans ce même contexte, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a estimé ce mercredi que le président américain Donald Trump avait reconnu haut et fort qu'une cause du conflit ukrainien était le soutien affiché précédemment par Washington aux ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Lavrov s'exprimait devant les députés russes. Le président Trump, dans ses déclarations, a mentionné l'expansion de l'OTAN. Il est le premier, et jusqu'à présent, à mon avis, le seul dirigeant occidental à avoir déclaré publiquement et haut et fort que l'une des causes profondes de la situation ukrainienne était la position de l'administration précédente qui consistait à faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Aucun des dirigeants occidentaux n'a jamais dit cela, et il l'a fait à plusieurs reprises. C'est déjà un signal qu'il comprend notre position.
Par ailleurs, Lavrov a annoncé que Vladimir Poutine et Xi Jinping se rendront visite mutuellement en Russie et en Chine cette année à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, nous attendons un développement supplémentaire de la diplomatie conjointe avec la République populaire de Chine, y compris au plus haut niveau. Le président Xi Jinping programmera sa prochaine visite à Moscou pour coïncider avec les événements solennels en l'honneur de la victoire dans la Grande Guerre patriotique le 9 mai. Le président Poutine, fin août, début septembre, visitera la Chine en lien avec le 80e anniversaire de la victoire sur le militarisme japonais et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'actualité aussi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, s'est rendu ce mercredi sur le site de la centrale nucléaire japonaise accidentée de Fukushima, et ce au lendemain de l'approbation par Tokyo d'un plan énergétique prévoyant un retour à l'énergie nucléaire notamment. Aujourd'hui, en particulier, nous avons reçu des experts de la Chine, de la Corée du Sud et de la Suisse. Ce sont donc 3 pays en particulier, dont 2 sont des pays relativement voisins, qui ont exprimé des inquiétudes dans le passé. Il était donc très important pour nous de montrer, avec TEPCO et le gouvernement japonais, que nous avons confiance dans le processus mis en œuvre et que nous pouvons ainsi garantir une transparence totale sur les activités menées. Il s'agissait donc d'une première journée très importante. Le Japon, un homme qui avait lancé en avril 2023 un engin explosif artisanal vers le Premier ministre de l'époque, Fumio Kishida, a été condamné ce mercredi à 10 ans de prison pour tentative d'assassinat. 2 personnes avaient été légèrement blessées et Kishida s'en était sorti indemne. Le président iranien Massoud Pezeshkian a félicité ce mercredi l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, pour les efforts de médiation menés par son pays afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe à Téhéran. Pour sa part, l'émir du Qatar a souligné l'engagement de son pays à assurer le succès de l'accord afin de parvenir à un dénouement juste et global du conflit. Au moins 20 personnes ont été abattues dans des attaques de bandes armées à Tabar, dans la capitale d'Haïti, selon l'ONG Réseau national de défense des droits humains, qui a indiqué que ce massacre était une forme de représailles des bandes armées contre la population civile, suite aux opérations musclées menées par la police nationale d'Haïti et la force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et puis enfin, le Parlement du Vietnam a donné ce mercredi son feu vert à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer attendue pour 2030 qui reliera le grand port d'Hai Phong et la capitale Hanoï au sud de la Chine pour un montant de plus de 8 milliards de dollars. L'itinéraire ferroviaire Laokai-Hanoï-Haiphong doit inclure des dispositions relatives à l'habitat temporaire pour sa mise en œuvre. Bien qu'il s'agisse de logements temporaires, les conditions de vie des personnes doivent être stables. Si la relocalisation n'est pas encore possible, une zone d'installation temporaire doit être mise en place pour les personnes. Ces politiques ont fait l'objet de recherches et sont basées sur des besoins pratiques. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.